C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, l'entrée sur le territoire béninois n'est plus conditionnée à la présentation d'un pass vaccinal contre le Covid-19. C'est une des décisions du Conseil des ministres. À suivre les précisions. Les acteurs concernés renforcent leur capacité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est à travers une série de formations initiées par le CENTIF avec l'appui du PALIRED. Et puis, en l'honneur des centaines d'enfants tués à Soweto, le 7 juin, c'est la journée de l'enfant africain. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales a appelé à un regard bienveillant envers cette couche de la société. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Plus besoin d'un pass vaccinal avant d'entrer sur le territoire béninois. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en raison du recul de la maladie au Bénin. Les membres du gouvernement se sont également penchés sur plusieurs questions. Voici le point du porte-parole du gouvernement. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 15 juin 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. S'agissant des mesures normatives, approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, institué par la loi organique relative aux lois de finances. Ce document sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La présente édition postule que notre économie se remet des effets de la pandémie de Covid-19, mais dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, dont la guerre en Ukraine. Le document permet d'appréhender les efforts réalisés ces 3 dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire notamment. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale, grâce à la dynamique de bonne gouvernance impulsée par l'État. Au cours de la période de référence, seront renforcées les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, avec un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Par ailleurs, seront poursuivis les grands chantiers visant à combler le déficit infrastructurel de notre pays dans les domaines énergétiques, de transport et d'assainissement. Le tout renforcé par la création d'un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, la promotion d'un secteur industriel sélectif ainsi que la promotion de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur. En approuvant le document, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de soutenir la discussion irrelative devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Au chapitre des communications. Allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Ainsi, pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0h, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres que maritimes et aériennes, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. Les voyageurs au départ du Bénin devront cependant toujours se conformer aux exigences des pays de destination. Toutefois, cette tendance baissière ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. À cet effet, le Conseil exhorte les populations d'une part, les responsables à divers niveaux d'autre part, aussi bien du secteur public que privé,
qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que les agents sous leurs ordres, à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID-19. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin, en juin 2022, d'une réunion de validation du système de suivi de la pêche artisanale maritime. Le 16 juin 2022, de la deuxième réunion de haut niveau des ministres chargés de la santé et des transports sur le bilan de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos et ses perspectives. Du 15 au 16 juillet 2022, de la 8e réunion du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, membre permanent de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Monsieur Aminou Adjele Maman, coordonnateur de la cellule. Monsieur Asogba Zakari Gbodjaido, coordonnateur adjoint de la cellule. Madame Cyrielle Arwandogbo Perro. Monsieur Michael Bachabi Diara. Monsieur Landry Henou. Madame Joyce Medesse Agonsanou. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, Monsieur Marc-André Loco, directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, Monsieur Arsène Dansou, je vous remercie. Et en ce qui concerne le contrôle des prix du ciment, le gouvernement n'a pas cessé de s'occuper de la question. Wilfried Léander Hungwedi rassure de ce que tout est mis en œuvre pour mettre en application les prix indiqués par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Je dois vous dire que vos observations ne manquent pas de pertinence en ce qui concerne la réalité sur le marché. Mais ayant fait le point de la tournée gouvernementale, et notamment des préoccupations soulevées par nos concitoyens ici et là, le gouvernement n'a pas cessé de s'occuper de la question. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire avec bonheur que cette question a été effectivement prise en charge déjà et qu'un arrêté est pris qui renseigne sur le prix du ciment à appliquer dans chacune de nos communes. Vous retiendrez que par le passé, on indiquait les prix notamment dans les chefs-lieux de département. Il se fait que parfois, à l'intérieur d'un département, les distances entre le chef-lieu et les communes ou entre les communes sont parfois importantes. À telle enseigne que, oui, objectivement, cela peut avoir un impact sur le prix de cession dans telle ou telle commune. Pour mettre fin à toutes les polémiques et à tout équivoque, le gouvernement a instruit effectivement, et puis sous la houlette de Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, cet arrêté est pris qui renseigne sur les prix à pratiquer dans chacune de nos 77 communes. Et je dois dire que ces prix ont été discutés et homologués avec les cimentiers. Il ne s'agit pas d'augmentation de prix. En fait, c'est un encadrement qui tient compte des prix que le Conseil avait déjà indiqués récemment. Et cela s'est fait en toute bonne discussion, donc de façon participative avec les cimentiers. On le dit pour indiquer que et les orientations, les instructions du gouvernement sont fermes dans ce sens, c'est qu'il n'y aura plus de laisser aller sur le terrain. Si on a été jusqu'à indiquer par commune le prix à pratiquer, c'est pour que le contrôle soit plus aisé. Ainsi, plus personne ne dirait « mais j'ai été chercher le ciment dans telle ville, chef-lieu ou dans telle commune, j'ai fait le trajet en payant le transport, voilà pourquoi je le vends à tel prix. » Donc, on est allé dans ce détail, commune par commune, pour faciliter la mission aux agents chargés de faire le contrôle sur le terrain. Et je peux vous dire que, sensible à la situation, le chef de l'État a indiqué qu'au-delà des agents du ministère de l'Industrie et du Commerce, les responsables au niveau de nos préfectures et même les commissariats d'arrondissement dans toutes nos communes doivent être mis à contribution pour soutenir l'équipe de contrôle et faire en sorte que de façon systématique et régulière, les contrôles se fassent dans toutes les communes. Et à cet égard, il est indiqué
Les mesures sont également prises à cet effet que les contrevenants se seront eux-mêmes volontairement prêtés au fouet des sanctions prévues par la loi. Contre les allégations de fonds Covid dépensés mais non justifiés, le gouvernement s'inscrit en faux. Deux ministres et le porte-parole du gouvernement étaient hier face à la presse pour expliquer les tenants et aboutissants de l'audit qui est objet de toutes les polémiques. Le compte rendu de la rencontre avec Jean-Claude James et Brice Thibozo. Sur les réseaux sociaux, la gestion de la crise de Covid-19 aurait coûté au Bénin plus de 453 milliards de francs CFA, mais le rapport définitif de la Cour des comptes affiche 317 milliards, un montant avec des justifs évoqués par ses émissaires du gouvernement. En prenant le rapport de la Cour des comptes, en page 15-16, la Cour dit il y a eu 453 milliards de dépenses, j'ai vu une partie, et il y a 385 que je n'ai pas vu. Mais en page 46, on lit du rapport qu'en fait, c'est 317 milliards, ils ont vu 67 milliards, donc c'est 249 milliards de dépenses. Qu'est-ce qui explique l'écart dans le même rapport de la Cour, en page 15, où ils ont dit le montant total des dépenses, c'est, je vais être précis, 453 milliards 564 millions de francs, et en page 46, 317. Mais la raison est toute simple. Nous avons saisi la Cour des comptes par courrier daté du 31 décembre 2021. Vous êtes d'accord avec moi que le courrier, les justificatifs préparés le 31 décembre, dans l'absolu, n'avaient pas les dépenses du jour du 31 décembre. Dans les éléments qui ont circulé sur les réseaux sociaux, les gens sont restés sur le début du rapport qui a fait état des éléments estimatifs donnés. Or, la Cour même indique plus tard dans le rapport, etc. Du coup, l'écart de 387, la Cour... Dans ce document, une autre interrogation s'invite dans le débat. Pourquoi le coût d'un même produit diffère d'une époque à une autre? En matière d'économie d'échelle, que le gouvernement a eu à acheter des réactifs pour 8 000, alors que soit 3 ou 4 mois après, on les a achetés pour 3 000 francs. Je voudrais insister sur le fait que dans la démarche que le gouvernement a entreprendre, dès qu'un réactif apparaissait et était par l'OMS, nous nous positionnons dessus. Avec l'accompagnement et la validation des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale. Et c'est ainsi que nous avons lancé, dès qu'un réactif est apparu, nous avons lancé l'acquisition automatiquement. Et en matière de réactifs, il faut savoir qu'il y a la qualité des réactifs et le nom des laboratoires. Et dans le contexte, des pays ont fermé les verrous et ont demandé à ce que leur territoire soit d'abord totalement approvisionné avant que les laboratoires ne puissent exporter ces réactifs. C'est cela qui justifie que certains laboratoires ont dû livrer malgré eux, au-delà des délais. Et dans l'intervalle, on peut avoir un nouveau réactif qui apparaît, qui nous paraît également concluant. Et le gouvernement a positionné ses jalons un peu partout pour vraiment, comme l'a dit le ministre des Finances, nous assurer que nous allons pouvoir sauver la population dans ce contexte. Chacun sait, sur les marchés, la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de la disponibilité, alors que la demande est forte, plus ça coûte cher. Peut-être qu'on aurait fait exactement comme les auditeurs souhaitent qu'on fit, que certains parmi nous ici ne seraient pas présents parce qu'on aurait payé un lot tribut à la Covid-19, qu'on aurait dénombré non pas les centaines ou les dizaines de morts qu'on a eues, mais peut-être des milliers de morts. Au chapitre des justifications, 2 exemples. Dans les informations que nous avons transmises à la Cour, pour nous, à partir du moment où on a donné les justificatifs que nous avons sorti l'argent du Trésor pour envoyer vers les opérateurs pour payer, on a donné les justificatifs. La Cour, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la liste des personnes bénéficiaires et ont appelé pour demander s'il y a 1 an, 1 an et demi, ils ont reçu du soutien de l'État. Est-ce que vous aurez la propension à dire oui, même si vous l'avez reçu? Pour plusieurs raisons, vous allez avoir tendance à dire non. Donc même la démarche est contestable. On se réjouit aujourd'hui que la fourniture, la production de l'ensemble des informations et leur analyse a abouti à un rapport qui dit qu'il n'y a pas d'anomalie. Selon les autorités,
Le gouvernement a opté pour la transparence et bientôt le rapport de l'audit sera mis à la disposition des citoyens. De l'eau potable pour tous d'ici décembre 2024, le ministre de l'Eau et des Mines réitère cette promesse du gouvernement. Invité dans l'émission Le gouvernement en action, Samou Seydou Adambi est revenu sur les réalisations à mettre à l'actif du PAG2 en une année d'exercice. Le résumé, c'est avec Ricardo Loïc Pécou. Une nouvelle ère de gouvernance de l'action publique, prônée par le président Patrice Talon depuis 2016. Le chef de l'État et son gouvernement s'évertuent à assurer un mieux-être aux populations. Pour son second quinquennat, le président de la République est resté déterminé dans l'atteinte de ses objectifs. Priorité accordée à l'eau. Des efforts louables ont été faits en milieu urbain et rural. Mais à Cotonou, le manque d'eau est encore constaté pour différentes raisons. La volonté du gouvernement d'impacter toutes les populations nous a amené donc à concevoir des projets gigantesques. C'est ça le cas de Cotonou, pour lequel aujourd'hui l'appel d'offres est déjà lancé avec l'appui de la Banque européenne d'investissement et de l'AFD pour permettre donc à ce que nous réglions de façon définitive la question de Cotonou. Le gouvernement reste donc dans l'anticipation. Régler définitivement le problème d'approvisionnement en eau potable à Cotonou n'est plus qu'une question de jours. Le besoin de Cotonou aujourd'hui, c'est environ 124 000 mètres cubes d'eau par jour. Malheureusement, la production, est de 84. Le gap est de 40 000 mètres cubes. Donc, dans le cadre du projet Cotonou 3, avec les partenaires qui j'ai cités tantôt, nous avons déjà fini de réaliser les forages pour combler le gap. Donc, on est allé au-delà de 40 000 qui manquent. La commune d'Abomey-Calavi, qui abrite de grandes infrastructures érigées par l'exécutif, reste aussi une priorité. Réaliser la disponibilité en eau potable sur toute l'étendue du territoire national d'ici 2024 reste l'objectif du gouvernement. Calavi a été scindé en 3 phases. La première phase est terminée, la deuxième également terminée, la troisième va démarrer bientôt, ce qui va permettre aux populations de Ouedo et toutes les zones non impactées jusqu'ici d'avoir de l'eau, parce que nous avons la ressource. Ça veut dire on ne peut pas entrer en 2025 et que dans une contrée ou bien dans un pan d'une contrée qu'on dise qu'on n'a rien vu. C'est pas possible. De l'eau potable à toutes les populations d'ici décembre 2024. C'est un pari sur l'avenir que fait le ministre de l'Eau et des Mines. Le gouvernement du président Patrice Talon y travaille avec sérénité. Une délégation conduite par la ministre du Commerce séjourne actuellement en Suisse. Elle participe à la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Lors des travaux, la ministre Alimatou Chadia Assouman a exposé les attentes du Bénin en ce qui concerne notamment le coton et ses dérivés. Elle est ici au micro de Jérôme Humbo. La délégation béninoise se fait l'écho des attentes des populations pauvres et vulnérables qui, au fin fond des contrées africaines, ont en ce moment le regard tourné vers Genève pour que le coton et ses produits dérivés puissent être enfin libérés des distorsions créées par les soutiens internes qui perturbent le marché international de ce produit stratégique et en annihilent les efforts que des millions de petits producteurs qui en vivent directement en Afrique avec leurs familles. La délégation du Bénin est tout à fait disposée à prendre une part constructive aux travaux de la présente conférence ministérielle en vue de l'atteinte des objectifs susvisés. Dans ce cadre, elle sera particulièrement attentive à la prise en compte des intérêts spécifiques de ces groupes d'appartenance dont elle est solidaire des positions. Elle invite en particulier les membres de l'OMC à un réengagement en faveur du dossier coton, en écho au signal éloquent donné à l'Assemblée générale des Nations unies à travers l'adoption de la résolution ARES 75-318 du 30 août 2021, consacrant à l'initiative des pays du C4 le 7 octobre comme journée mondiale du coton. Par ailleurs, la délégation béninoise sera attentive aux négociations thématiques portant sur l'agriculture, s'agissant notamment de la question du soutien interne et de l'adoption d'une solution permanente sur la question de la détention des stocks à des fins de sécurité alimentaire. 2. Subventions à la pêche, afin que la portée du projet d'accord en négociation sur cette question puisse être intégrale, tout en intégrant les préoccupations spécifiques
des pays en voie de développement et des PMA. 3. Le traitement spécial et différencié en vue du maintien de ce dispositif et de son amélioration pour ménager aux pays en développement et aux PMA la flexibilité nécessaire à l'atteinte de leurs objectifs de développement durable. 4. Le commerce électronique. Afin que le moratoire sur la non-imposition des droits de douane sur les transmissions électroniques connaisse une nécessaire évolution dans le sens de sa suppression. Pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF a dirigé avec l'appui du PALIRED une série de formations. Objectif, renforcer la capacité des notaires et des acteurs concernés dans la compréhension et la mise en œuvre de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Marcela Rossi et Daniel Ada. Lorsque vous ne respectez pas les dispositions, l'image de votre pays est détériorée, ainsi que l'image de vos institutions respectives. Martial Adjaï, expert près la Cour d'appel de Cotonou, réglementation bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux, vient de boucler ses sessions de formation. Avocats, experts comptables et notaires ont été ses apprenants. Je salue la participation effective et assidue des bénéficiaires des présentes formations, sans oublier le facilitateur, dont l'expertise a été bien appréciée selon les révélations des participants. Ça nous permet d'être informés sur les éventuels pièges que nous pourrons rencontrer à l'occasion de l'exercice de notre profession. Les conclusions de l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auraient révélé l'absence de mise en œuvre des mesures préventives par la quasi-totalité des entreprises et professions non financières désignées. La Corporation des experts comptables est une des entités importantes dans ce dispositif qui est prévu pour lutter contre le blanchiment du terrorisme. Il était donc nécessaire que les confrères soient informés des risques que nous encourons tous les jours dans l'exercice de nos missions. La cellule nationale de traitement des informations financières n'est pas un instrument de tracasserie des citoyens qui gagnent leur argent au prix de leurs efforts, mais plutôt une sentinelle de la bonne gouvernance. Il est à souhaiter que la formation des notaires, des avocats et des experts comptables qui s'achève aujourd'hui puisse contribuer qualitativement et quantitativement à la déclaration des opérations suspectes. Les risques connus restent à mettre en place les outils nécessaires pour la lutte permanente et efficace. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Rémi Prosper Moretti a reçu à son cabinet la directrice générale de MTN Bénin, Ouché Ofodile, est allée présenter Yellow Video. C'est une nouvelle solution digitale que propose MTN. Elle est ici au micro de Ricardo Loïc-Ekpekou et Bénédicte Possou. We just finished a very good meeting with the president. On a terminé avec une réunion très intéressante avec le président. Notre objectif, c'était de lui présenter une nouvelle innovation que nous avons et que nous entendons mettre en œuvre prochainement. Comme vous savez, l'un de nos objectifs, c'est d'assurer l'accès le plus étendu possible à l'ensemble du peuple béninois. Et ce que nous prévoyons dans Yellow Video, c'est de permettre aux Béninois d'avoir accès aux contenus locaux dans cette solution innovante que nous proposons. And with Yellow Video, we're looking to make sure that everyone has access to local content. Donc, ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que ces nouveaux canaux soient accessibles au maximum de personnes aux tarifs les plus bas possibles pour faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. You can imagine watching local content for entertainment. Il y a des contenus locaux, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, etc. Et ce sont ces contenus-là que nous voulons mettre à la disposition des Béninois. Nous avons eu une très belle rencontre avec le président et nous sommes impatients de pouvoir déployer cette solution pour l'ensemble du peuple.
Après cette audience, Rémi Prosper Moretti, accompagné des conseillers, s'est rendu au domicile de Théophile Nata, ancien président de la HAC. Il a rejoint il y a quelques jours la félicité éternelle. La délégation est donc allée témoigner son soutien à la famille éplorée. Écoutez respectivement le président de la HAC et Nadia Nata, la fille du défunt, au terme de la visite, au micro de Ricardo Loekikpekou et Bénédicte Ossou. Il est vraiment difficile de pouvoir vraiment parler du président Théophile Nata sans bégayer. Lorsque je faisais mes premiers pas à l'université, c'était en Algérie. Le président Théophile Nata était l'ambassadeur. Et c'est lui qui nous a reçus pour la première fois. Ce qui nous a touchés, il a fait le déplacement lui-même pour venir nous recevoir, pauvres étudiants que nous étions. Et nous qui devons être ventilés dans les autres localités autres que Alger, il nous a hébergés, il nous a nourris. Il y en a qui sont restés 3 jours comme moi. Pendant les 3 jours, il était à nos côtés. C'est que vous comprenez, ce n'est pas que un ancien président de la HAC, mais c'est un grand frère, voire même un père pour nous. Nous avons reçu une délégation de la HAC, conduite par le président de l'institution, pour présenter les condoléances à la famille. Et donc, nous sommes touchés par cette attention. Et nous remercions l'institution pour l'égard qui a été fait à la famille. Dans le reste de l'actualité, les épreuves écrites du baccalauréat 2022 démarrent le lundi 20 juin 2022. À l'office du bac, les préparatifs sont achevés. Pour faire le point, le directeur de l'office et quelques acteurs concernés ont tenu une séance. Ghislain Kogué. Le gouvernement a joué pleinement sa partition. C'est le constat à l'issue de cette séance de travail. Ils sont là, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le directeur de l'office du baccalauréat. Les travaux sensibles sont totalement achevés. Le matériel lourd est totalement déployé comme de coutume grâce à l'appui de l'armée. Les fonds sont entièrement mobilisés. Les chefs de centre sont en train de recevoir les dernières instructions. Les candidats, les surveillants sont déjà en possession de leur convocation. Le matériel sensible est en cours d'acheminement pour être sécurisé dans les commissariats. Après le point des préparatifs, un seul constat s'impose. Chaque chose est à sa place. Nous sommes satisfaits du niveau de préparation. Nous n'avons pas d'inquiétude. Nous savons que les choses se passeront très bien. Les préparatifs du baccalauréat 2022 sont ce qu'ils doivent être. Je ne peux que émettre motif de satisfaction. Le niveau de préparation est correct, que ce soit la préparation au déroulement de l'examen, que ce soit la préparation à l'encadrement des candidats. Ces 2 niveaux de préparation sont très encourageants. Cette année, 77 416 candidats composent. Les candidats de sexe féminin sont au nombre de 32 045. 3 777 composent dans les séries scientifiques. Rendez-vous donc le lundi 20 juin 2022 dans les centres de composition. Le lancement officiel de cet examen se tiendra au CEG 1 de Ouida. En souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour le droit à Soweto en 1976, l'Organisation de l'Unité africaine a consacré le 16 juin, journée de l'enfant africain. Dans un message à leur endroit, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a appelé à un regard bienveillant envers les enfants. En voici un extrait. Le thème de cette 32e édition est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants ». Progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi ce thème pour la commémoration de la JEA en 2022 afin de faire le point sur ce qui a été fait en matière d'adoption, de politique et de pratique,
pour éliminer efficacement les pratiques néfastes affectant les enfants en Afrique. Au Bénin, malgré l'arsenal juridique quasi exhaustif, le cadre institutionnel multi-acteurs et les différentes stratégies et actions mises en œuvre, plusieurs enfants sont encore exposés à toute une série de pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, les mariages forcés, les châtiments corporels, les accusations de sorcellerie, l'infanticide, l'inceste, etc. Comme vous le savez si bien, la situation des enfants a toujours été une préoccupation permanente du gouvernement du président Patrice Talon. À cet effet, des avancées notables ont été enregistrées sur le plan juridique, institutionnel, politique et stratégique. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, les pratiques néfastes ont des conséquences négatives sur les enfants et sont susceptibles de causer des dommages physiques, psychologiques, économiques et sociaux, de limiter leur capacité à participer pleinement à la société ou à se développer et à atteindre leur plein potentiel. C'est au vu de toutes ces conséquences que nous sommes appelés à un élan patriotique pour préserver et sauvegarder le bien-être de ces êtres innocents que nous appelons l'avenir de la nation. Les acteurs de mise en œuvre et les parties prenantes du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin échangent sur le contenu du projet et les stratégies de sa concrétisation. Les cibles, résultats attendus et objectifs sont entre autres les préoccupations de la rencontre. Mirabel Akpaki et Judicaël Aïna. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants du Bénin Procès est mis en œuvre par le gouvernement en décembre 2021 pour régler les conflits liés à la transhumance entre agriculteurs et éleveurs. Après quelques mois, il paraît capital de présenter et partager le contenu du dit projet avec les parties prenantes pour une meilleure compréhension. Le gouvernement du Bénin a amorcé une série d'actions visant à opérer une transformation durable des systèmes d'élevage. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER, financé conjointement par le gouvernement du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin vient à point nommé pour contribuer à créer un cadre sécurisé, apaisé et propice à la pratique de l'élevage, tout en assumant la mutation vers les normes requises en la matière. Le projet de sédentarisation du troupeau de ruminants au Bénin s'inscrit dans la dynamique actuelle qui consiste à limiter les mouvements des animaux afin de réduire les récurrents conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ce projet permettra de garantir l'accès des troupeaux aux ressources pastorales. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants du Bénin est mis en œuvre dans 11 départements. 42 communes en bénéficient. Après la rencontre de Cotonou, c'est à Parakou que ces différents acteurs vont se retrouver pour le même exercice. L'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF a tenu son assemblée générale nationale statutaire. Occasion pour les délégués venus des 12 départements du Bénin de passer en revue les activités menées par l'association pour le bien-être de la famille au cours de l'année écoulée. Nathalie Doris Olabi et Brice Rumbo. Cette Assemblée générale nationale statutaire est une activité prévue par les textes de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Elle vise à faire le point des actions menées l'année écoulée et à prendre des décisions efficientes en vue de maintenir l'image de leader qu'elle s'est imprimée en matière de santé de la reproduction. Cette position que nous occupons aujourd'hui dans notre domaine d'action, qu'est la santé de la reproduction, est le fruit d'un travail acharné, étalé sur plusieurs années, qui a pour socle les bonnes décisions que nous avons toujours su prendre. Des décisions dont l'un des fruits s'est traduit par le vote de la nouvelle loi modificative et complétive sur la santé sexuelle et reproductive. Ce succès obtenu caractérise notre importante et formidable lutte
pour l'amélioration des conditions de nos populations, afin qu'elles riment avec notre vision, qui est d'atteindre un Bénin où chacun jouit pleinement et sans discrimination de tous ses droits, notamment en santé sexuelle et reproductive. Depuis donc un demi-siècle déjà, la BPF œuvre aux côtés de l'État béninois dans le domaine de la santé et des droits sexuels. Le thème retenu pour cette 27e Assemblée générale nationale est notre environnement et les droits en santé sexuelle et reproductive. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.